The Secure in Mind podcast series is an educational initiative of the Cybersecurity Advisors Network, or CIAN. CIAN is an international not-for-profit trust network of experts in technology, policy, ethics, and good practice. Our mission is to strengthen society's safety, resilience, and ability to fight against cybercrime and similar threats. Visit us at cybersecurityadvisors.network. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire SCIAN en partenariat avec Black Ethical sur la relation de confiance entre le délégué à la protection des données personnelles et le hacker éthique. Je suis Jean-Christophe Ledoquin, je suis président du réseau SCIAN, le Cyber Security Advisors Network. Donc très, très heureux d'animer cette table ronde aujourd'hui sur un sujet innovant, rare. Qui nous a été apporté par Insata Ricourt, Insata qui est membre du conseil d'administration de SCIAN, qui est notre conseillère Afrique. Donc pour toutes les questions concernant notre réseau en Afrique, c'est Insata qui est notre conseillère et qui a fondé l'initiative Black Ethical, qui vous sera présentée dans quelques instants. Donc, l'objectif de cette session, effectivement, de mieux faire connaître le monde du hacking éthique, sa contribution, et notamment développer une relation qui est trop peu développée, celle avec le délégué à la protection des données personnelles. Et pour ça, donc, on vous a préparé, ou Insata, je devrais rendre justice à Insata, préparé un panel diversifié comprenant, pour commencer, Lara Allouan, qui est chercheuse à Saclay et à Orange. La dimension sociologique, c'est une question aussi compliquée et sous-estimée. On a pensé que c'était indispensable de commencer par cadrer la discussion avec cette dimension-là. Ensuite, on écoutera Yasser Kazar, PDG de Yogosha, plateforme de bug bounty française bien connue, et qui donc est aussi bien au fait de la dimension, je dirais, opérationnelle du hacker éthique, mais aussi de la dimension économique, et donc quel modèle économique pour les hackers éthiques. Puis on ira donc entendre la voix de Étienne Coupry, qui est délégué à la protection des données personnelles au sein de Sogecap SA, et donc élément essentiel pour comprendre voilà, que peuvent attendre et quelles sont les attentes des délégués à la protection des données personnelles. Et puis on conclura par Léon Mézou, qui est un hacker éthique et qui a brillé notamment par rapport à la NASA, où ses trouvailles ont été reconnues, et donc il donnera sa perspective de chercheur. Pour commencer à cadrer le débat, je passe la parole à Insata Ricourt, donc fondatrice de Black Ethical, et qui est à l'initiative de ce projet. Donc Insata, merci pour d'être venu vers nous, et je te passe la parole pour déjà nous expliquer voilà quelles sont ta perspective sur cette thématique. Alors, merci et bonjour aux participants et aux intervenants. Alors, avant de parler de Black is Ethical, je souhaiterais faire une petite, on va dire un petit rappel. Donc, Black is Ethical est une initiative qui est née de l'observation du potentiel des hackers éthiques africains et des défis qu'ils rencontrent en matière de reconnaissance et d'intégration. Donc là, je pense que je vais faire un petit clin d'œil à Yasser plus tard, qui va prendre la parole. Donc, son objectif est de structurer et de renforcer l'écosystème de la cybersécurité dans le monde et notamment en Afrique, en valorisant l'expertise, en développant des partenariats stratégiques et en professionnalisant les experts. Donc, on va de l'accueil éthique. Donc, l'initiative œuvre pour un cadre légal protecteur, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre la fraude bancaire. Donc, Étienne, c'est pour faire un petit clin d'œil à toi. Et ainsi que la formation et la sensibilisation des hackers, des acteurs clés. Alors, donc, Black is Ethical souhaite également collaborer avec les États, les entreprises nationaux et internationaux afin de bâtir une cybersécurité inclusive
et durable. Voilà ce que je peux dire un peu sur Black is Ethical pour commencer le webinaire. Tu es en mute. Ouais, je me suis moi-même muté. Donc merci Nsata. Et donc quel a été comment t'es venu l'idée de ce croisement entre la donnée personnelle, le DPO en anglais et le hacker éthique, sachant que donc Scian est en soi-même dont tu fais partie, est un réseau de 80 membres qui est pluridisciplinaire dans sa vocation et qui donc travaille sur les sujets connexes donc à la cybersécurité et on adore croiser dans notre réseau, croiser les thématiques et justement établir des liens là où il n'y en a pas. Mais toi, en ce qui te concerne, tu es DPO toi-même. Quel a été comment es-tu arrivé à ce sujet? Alors, je suis arrivée à ce sujet, comme je l'ai dit précédemment, c'est lors d'un séjour, lors de différentes missions en Afrique. Donc, j'ai pu constater que il y a aujourd'hui dans le domaine bancaire, on a des partenariats entre les hackers éthiques, les hackers en Afrique, dans le cadre de la lutte contre les fraudes bancaires. Et donc, je me suis dit, bah, écoutez, oui, on a cette vision des hackers qui sont, entre guillemets, les brouteurs. On a ce sentiment ou cette connotation négative de ces experts. Et donc, l'idée, c'était de dire bah, comment on peut les mettre en valeur, donc en lumière, les professionnaliser, les révéler aussi, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être encadrés, les révéler et surtout les faire reconnaître auprès des décideurs politiques. Donc ça, c'est pour la partie. Et moi, en tant que DPO, alors moi, j'ai un profil un peu, on va dire, je suis à la fois RSSI et DPO. Donc, je pense que Étienne donnera plus d'informations concernant le gap qu'il y a entre le hacker éthique et le DPO. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a il y a plusieurs avantages à travailler avec un hacker éthique dans la mesure où le hacker éthique, nous, on est complémentaires. Hein. Le DPO, lui, va éditer, on va dire, des règles de protection de la donnée. Et le hacker éthique, lui, va se charger de contrôler de l'application, de la bonne application de ces règles, notamment les politiques de sécurité pour la protection des données à caractère personnel, parce qu'on est plus sur la partie données à caractère personnel. Merci Insata. Et effectivement, donc pour les participants qui viennent de nous rejoindre, donc on est au début de cette session sur la kinétique. Tout le long des participants sont en mode muet, mais vous pouvez intervenir sur le chat pour poser vos questions. Et Scian, donc notre réseau de 80 membres, on travaille sur les questions de hacking éthique depuis 2020 à peu près, à l'initiative de l'un de nos chercheurs, l'un de nos membres qui est un hacker éthique réputé. Et on a notamment travaillé avec Yassir au développement d'une initiative sur le hacking éthique international qui donc nous a montré à quel point on le savait déjà à la base, mais à quel point c'était une initiative difficile. On travaille avec Microsoft, avec Siemens en particulier. Là aujourd'hui, c'est un retour sur cette thématique. Donc très heureux de pouvoir le faire avec à nouveau Yassir. Et donc, avant d'entendre Yassir, on va écouter la perspective de Lara Alouan, pour ceux qui viennent nous rejoindre, donc de Paris-Saclay et Orange. Quelle est la perspective, Lara, voilà, quand on est chercheuse en sociologie, qu'on traite aux questions de cybersécurité, comment le hacker éthique est-il perçu? Voilà, quelle place il joue dans vos champs de recherche? Est-ce que c'est un sujet d'étude particulièrement je dirais riche, et pourquoi? Merci à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais reprendre un petit peu la définition qu'Insata avait déjà commencé, à savoir dire que le hacking éthique est une pratique qui repose sur des compétences sophistiquées pour identifier, signaler des failles de sécurité, souvent dans un cadre professionnel, contractuel ou bénévole. Certaines entreprises en fait préfèrent utiliser les appellations comme chercheur en cybersécurité ou hunter pour éviter toute connotation négative. On peut par exemple citer en Allemagne une association de hackers qui s'appelle le Chaos Computer Club,
qui a dévoilé une immense faille récemment, découverte sur les données de géolocalisation de 800 000 véhicules électriques accessibles depuis des mois. Alors moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est d'asseoir la notion de hacker éthique dans une sociogénèse un peu historique pour poser certaines bases. Le mouvement hacker est loin d'être un phénomène technologique. C'est un mouvement social complexe qui a évolué au fur et à mesure de contextes socio-économiques et politiques plutôt variés. Les hackers cherchent en fait à transformer les systèmes, à promouvoir un accès libre à la connaissance. Leur histoire, elle est marquée par des luttes pour la reconnaissance et la légitimité, tout en naviguant entre innovation, éthique et commercialisation. Cette dynamique continue encore de façonner les hackers contemporains, qui incluent des modèles d'organisation horizontale et de coopération. Alors, cette sociogénèse, je vous la propose en fait en 3 temps. Elle s'étend à partir des années 50 jusqu'aux années, on va dire, 68, post-guerre mondiale aux États-Unis, où seuls à l'époque quelques initiés avaient accès à une salle de machines de première génération à un coût très élevé. La complexité des centres de calcul exige alors des programmeurs présents avec une connaissance pointue de leur fonctionnement et de leur dysfonctionnement. Ces pionniers, hackers fondateurs du mouvement hacker, se présentent eux-mêmes comme des virtuoses, professionnels de l'informatique, et ils ont commencé à ériger le terme de hack comme synonyme de l'exécution d'un travail bien fait, exigeant des savoirs et des savoir-faire sophistiqués. Ils prennent conscience que leur travail est instrumentalisé face à l'époque à des usages essentiellement militaires, et dans cette impression d'hétéronomie, face à une hiérarchie bureaucratique, ces travailleurs parviennent à conférer aux opérations exécutées un sens d'une activité accomplie collectivement. C'est important. Cette forme de réappropriation, au sens de leur activité professionnelle, nécessite et renforce simultanément une socialisation particulière. Donc c'est cela, originement, le hack, un construit collectif mêlant inventivité technique et désir d'indépendance, situé en contournement de normes sociales contre lesquelles ils résistent, car vécus comme des formes de contrainte et de domination. La seconde période commence aux années, on va dire, 69-80, avec l'apparition des techno-hippies et le développement des entreprises informatiques dans la Silicon Valley. Les hackers, initialement, s'attachent au principe de l'accession de l'information pour la rendre disponible. Principe alors incompris du public, pour lequel recherche informatique rime avec intérêt militaro-industriel à l'heure de la guerre du Vietnam. Puis ensuite, dans les débuts des années 80, connaissent une tendance de collusion entre une partie du mouvement hacker et le secteur marchand commercial. L'essor de la sécurité informatique criminalise les défis techniques de certains hackers. Et parmi les hackers de première génération, certains sont devenus professeurs, entrepreneurs, et donc certains ont cédé à l'appel des recrutements attractifs des entreprises. Donc, dans la dernière période, qui débute à peu près aux années 85, le mouvement hacker cherche à se faire reconnaître dans sa responsabilité et dans ses compétences techniques, et ils annoncent que ce n'est pas incompatible avec des responsabilités politiques, c'est-à-dire au sens dans la cité. Mais s'opposent alors 2 tendances. D'un côté, certains souhaitent contrôler la création des logiciels en la rendant essentiellement marchande par l'élaboration progressive des brevets, et la volonté de critiquer la technologie, le besoin de la maîtriser, de la contourner et de l'objectiver par la dénonciation de la propriété intellectuelle, du développement très profitable du software. Mais surtout, à partir des années 85, s'accompagne une inflation de réglementation, de judiciarisation très répressive. Comme si le développement en fait d'une nouvelle société de l'information ne pouvait se faire finalement qu'à travers la réalisation de principes du libéralisme. Cette période donne naissance à une énonciation d'un grand récit par le mouvement hacker. C'est là où naissent toutes les éthiques qui souhaitent se détacher des ambiguïtés et donc de réfuter ce que l'on appelle la criminalisation des hackers. Alors aujourd'hui, en fait, dans le monde de l'entreprise, la cybersécurité est donc devenue une priorité stratégique, notamment par rapport au RGPD, et c'est souvent des décisions qui sont prises à haut niveau dans les entreprises, qu'elles soient petites ou plutôt grandes. Elles cherchent de plus en plus à trouver des personnes pour collaborer, donc cherchent des hackers éthiques via des tests d'intrusion ou des programmes de bug bounty, par exemple. Donc ces derniers permettent aux entreprises d'autoriser officiellement des tests de sécurité en échange de rémunération. Je voudrais juste approcher en fait quelques facteurs qui peuvent être considérés comme un peu dissuasifs dans cette coopération.
Le premier, c'est la complexité des principes des procédures de divulgation. Donc, je les souligne très, très légèrement. Quels sont des processus qui sont à la fois chronophages, des exigences administratives qui sont imposées par certains programmes et qui représentent un coût supplémentaire et de lourdeur administrative. Ceci peut constituer une première barrière pour les hackers débutants. Ensuite, il faut rappeler aussi, et ce sera certainement encore l'objet de débat, souligner en fait le cadre légal un peu flou au niveau européen, puisque si certaines protections existent via la contractualisation, elles restent toutefois insuffisantes. Par exemple, en France, le mécanisme de signalement qui est reconnu par l'ANSSI, qui décide de ne poursuivre ou de ne pas poursuivre un hacker s'il estime qu'il agit de bonne foi. Mais cette absence quelque part de garantie, on va dire, de garantie juridique crée une incertitude pour les hackers éthiques et peut limiter leur volonté de signaler des vulnérabilités. Et au niveau européen, différents modèles réglementaires existent. L'Allemagne, par exemple, va apporter une approche fondée sur l'intention, tandis que le Portugal et la France développent plutôt des dispositifs parfois de whistleblowing. Certains pays comme la Lituanie ou le Danemark misent sur des critères objectifs pour encadrer le hacking éthique en se concentrant sur la conformité des actions plutôt que sur les intentions des hackers. Et enfin, la question de la rémunération aussi se pose. Je n'en dirai pas plus parce qu'elle va être développée. Et surtout, le dernier frein qu'on a pu observer, c'est les pressions sociales et réputations au sein des communautés. C'est-à-dire que l'appartenance à une communauté peut influencer certaines décisions individuelles des hackers éthiques. Dans certains cercles, les hackers, par exemple, qu'on appelle les black hats, peuvent collaborer avec des autorités ou voire des entreprises, mais sont perçus parfois comme des trahisons par rapport à leurs valeurs dans certains groupes. Donc, la peur de perdre son statut social ou d'être ostracisé au sein d'un cercle de pairs peut ainsi dissuader des signalements de vulnérabilité. Donc, je conclus très, très vite en indiquant que le hacking éthique est un domaine qui est en constante évolution et toujours traversé par des tensions entre reconnaissance institutionnelle, réglementation et perception publique. J'espère que j'ai pu un peu apporter de clarté au débat. Tout à fait. Je pense que pour avoir moi-même, et sans être un hacker éthique du tout, mais pour avoir accompagné cette cause quelques années, je pense que ça fait beaucoup de bien d'entendre de manière aussi synthétique, résumer en quelques minutes ce qui est un vrai défi, les tensions autour de cette activité. Et je pense que Yassir étant lui-même dont c'est la vie, je pense que ça lui fait un peu de baume au cœur aussi sur un métier qui est compliqué à expliquer. Et c'est bien l'enjeu d'ailleurs de resserrer les liens entre le monde d'hacker éthique et le monde de l'entreprise, et en particulier le monde des DPO, secteur qui n'est pas traité, ou question qui n'est pas traitée. Yassir, donc j'ai un peu parlé en ton nom sur la perception par rapport à ce que nous a expliqué Lara, mais je pense qu'on se connaît assez bien pour que je pense pouvoir deviner tes ressentis sur la compréhension du métier de hacker éthique. Quelle est ta perspective, toi, en tant que ton parcours d'entrepreneur? Je pense que tu as eu à cœur justement d'amener de la rationalité économique et de l'organisation dans un secteur qui, comme l'a dit Lara, est en constante évolution. Quel est ton parcours en quelques mots? Comment ce voyage au service du hacking éthique et comment le bug bounty s'intègre dans cette travail que tu as mené et qui est la voie vers le monde de l'entreprise et celle des DPO en particulier. Donc, en quelques mots, ton ressenti, ton parcours et comment tu vois cette discussion se profiler. Eh ben, je vois cette discussion se profiler très bien puisque Lara a parfaitement réussi à dresser le décor et c'est pour ça que les travaux de chercheurs sont extrêmement importants parce qu'elle nous sort un peu des discussions très binaires, un noir-blanc, et elle permet vraiment de montrer que c'est une tension, que c'est des dynamiques continues qui n'arrêtent pas de changer, qui traversent l'histoire en fait et qui traversent beaucoup de moments. Donc ça, je pense que c'est une très bonne manière de démarrer ce débat-là. Et peut-être avant de parler du côté rationnel et du côté économique qu'on peut avoir sur ces sujets-là, avec les limites que cela peut avoir, j'aimerais presque un peu rajouter et aller dans le sens de Lara quelque chose pour montrer à quel point ce sujet-là autour de, en fin de compte, notre rapport à la technologie, hein, que ces gens-là cernent de manière un peu particulière, remonte à beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. En fait, ces sujets-là et ces débats-là
on démarrait quasiment presque avec la philosophie. Et les premiers défis qu'on peut avoir, ou les premières tensions qu'on a pu ressentir, c'est dans les débats que Socrate a pu avoir avec les sophistes au moment de l'apparition de l'écriture, qui était une technique à part entière, et que la philosophie occidentale a rejeté d'une certaine manière, ou se méfier de ces techniques-là en disant c'est le champ des idées qui va quelque part prédominer sur le champ des techniques. Et en fait, il y a une partie de la philosophie occidentale qui a presque rejeté dans un second rang, presque en dehors du spectre de la culture, la technique comme étant quelque chose de secondaire, et les développements historiques qui vont suivre vont donner, dans une certaine mesure, raison un tout petit peu aux sophistes, et puis à plein de courants qui vont suivre. Typiquement, il y a des chercheurs comme Alfred Lotka, qui était un biologiste et qui expliquera des siècles plus tard que l'être humain est un être exosomatique. Excusez les jargons, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'être humain tel que nous sommes n'aurait pas pu exister, n'aurait pas pu survivre, n'aurait pas pu évoluer s'il n'a pas développé des techniques qui lui permettent de compenser toutes ces faiblesses inhérentes. On n'est pas comme des lions, on ne sait pas chasser, on n'a pas une force comme l'éléphant. Donc en fait, on était voué à disparaître si on n'a pas eu l'exosomatisation et l'empathie et la collaboration. Si les êtres humains, les premiers, n'avaient pas collaboré entre eux, ils auraient été disséminés très vite. Ils n'avaient aucune chance de résister. Donc en développant ces deux compétences-là, c'est ce qui a permis l'évolution de l'être humain. Et je pense que les hackers, par leur culture, par leur implication et par ce côté du goût de la technique, ont compris ça très vite et ont essayé quelque part de le promouvoir avec toutes les tensions que Lara a parfaitement mis en place. Et c'est des sujets qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes ces tensions-là, il y a à travers l'histoire des hackers, si on accélère à partir des années 90, il y a deux mouvements qui ont structuré l'apparence des plateformes comme Yogosha. Le premier mouvement, c'est les public disclosure, et le deuxième mouvement, c'est le normal free bugs. Les public disclosure, c'est dans tout ce spectre de hackers qui dépasse d'ailleurs de très loin juste trouver des failles. Hein. L'esprit des hackers dépasse de loin juste ce côté sécurité. On le réduit aujourd'hui à la sécurité, mais la réalité, elle dépasse la sécurité. Mais quoi qu'il en soit, dans ce mouvement-là, en particulier les hackers qui vont s'intéresser à la sécurité, le public disclosure était le fait que certains hackers qui ont trouvé des failles de sécurité chez des clients, des entreprises et qui l'ont remonté, ont constaté qu'après 2 mois, 4 mois, 6 mois, rien n'était fait. Et ils ont considéré qu'il était d'utilité publique d'alerter l'opinion pour dire, regardez, j'ai une faille potentiellement qui fait fuiter plusieurs millions de données, il faut faire quelque chose. Et donc, ils rédigeaient des rapports publics en disant, voilà, je vous donne tous les détails, moi j'ai fait ce que je pouvais, mais cela n'a pas été traité sérieusement. Alors, bien entendu, encore une fois, je pense qu'en filigrane, on gardera cette histoire de tension de la part de Laurent, de Lara, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va dire quelque chose, il faut toujours se dire, c'est pas blanc ou noir, c'est un spectre de gris, mais certains hackers ont été condamnés, malheureusement. D'autres, par contre, il y a eu des jurisprudences qui ont considéré que plutôt que d'attaquer le hacker qui montre qu'il y a une faille de données, il vaut mieux mettre l'énergie à corriger la faille. Et du coup, ça a donné lieu à une jurisprudence, si je dois la synthétiser, qui serait il vaut mieux encourager les bonnes volontés que d'essayer de réprimander les mauvaises volontés, quelque part. Donc ça, c'est une première lame importante qui va traverser le temps et qui va commencer à structurer les plateformes de bug bounty. Et la deuxième lame, c'est comme j'ai dit, les normal free bugs, c'est-à-dire au début du bug bounty tel qu'on le connaît avec Netscape, le navigateur, qui remerciait la communauté qui était autour du navigateur avec des lettres, avec des goodies, avec des mugs, avec des t-shirts. Petit à petit, quand cette approche de remonter des failles a commencé à se structurer, qui se faisait d'ailleurs de manière anonyme au début, certains hackers ont commencé à se dire, attends, si je remonte une faille de sécurité qui met en danger les cartes bleues d'une banque, ça vaut peut-être un peu plus que juste un t-shirt qui me dit, c'est super ce que tu fais. Et donc, petit à petit, un marché entre l'offre et la demande a commencé à se structurer avec une recherche de, OK, comment on peut évaluer le prix d'une faille de sécurité? Quels seraient les critères les plus rationnels, les plus objectifs qui permettraient de situer ça?
Et donc, on a commencé à croiser ça avec les scores CVSS, les scores de criticité d'une faille pour dire, OK, on peut imaginer des échelles qui feraient que plus une faille est critique, plus le prix va augmenter, avec bien entendu un marché de rencontres et de négociations entre une offre et une demande. Pour accélérer l'histoire, ces deux mouvements-là ont amené petit à petit les GAFAM, donc des Google, Facebook, très vite à se dire, mais en fait, nous, des plateformes, on a des plateformes qui sont exposées partout dans le monde, avec une activité qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Effectivement, on pourrait peut-être collaborer avec n'importe qui de l'extérieur s'il nous remonte des failles et si on arrive à créer un marché quelque part à la faille. Et donc, comme tout le monde n'a pas la force de frappe quelque part de Google et de Facebook, sont apparus assez naturellement des années plus tard, autour de 2012, les plateformes d'intermédiation qui ont commencé à démocratiser cette approche en disant, bah, écoutez, on va essayer de créer un cadre euh, qui va se substituer quelque part à la loi, c'est important. C'est un peu d'ailleurs la zone grise dans laquelle se situent les plateformes à chaque fois, c'est que des fois elles se donnent la possibilité de sortir du cadre légal et de presque créer des cadres ad hoc ou alternatifs, des fois avec des conséquences assez problématiques comme on a pu le voir avec Uber et tout ce que ça a généré ou avec par exemple les livraisons. Mais en tout cas, l'idée c'était de dire, OK, bah, dans ce gris ou dans cette zone grise qui a été créée, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un cadre plus objectif, un peu plus rationnel, qui permettrait d'un côté à ces hackers de gagner une rémunération pour leurs compétences et qui permettrait de l'autre aux entreprises de profiter de l'expertise de ces hackers-là pour pouvoir se faire rémunérer. Et donc, tu vois, c'est ces lames de fond, je fais aussi en accéléré, qui ont permis l'émergence de plateformes dont le but est de créer un cadre qui permet justement de faire ce travaux-là. Bien entendu, c'est un sujet sur lequel il y a toujours des tensions, mais c'est vrai que quand je regarde moi dans le rétroviseur, il y a 10 ans quand on a démarré et aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits à l'OCDE, il y a quelque part des validations quand même explicites de la part de l'ANSSI, par exemple, qui a toujours une posture vis-à-vis de la loi qui est qu'on ne peut pas faire de hacking sauvage, mais qui aujourd'hui considère que le bug bounty fait partie vraiment des approches que tout le monde doit adopter. Il y a des travaux de l'ELISA qui sont autour de ce qu'on appelle les Coordinated Vulnerability Disclosure, c'est-à-dire qui poussent d'ailleurs de plus en plus les États de l'Europe dans cette logique de dire, écoutez, à minima, créer des politiques qui vous permettront d'encadrer des remontées sauvages de vulnérabilité, qui est le quotidien de plein de gens. Je pense qu'on va globalement tous vers le fait de reconnaître que à un moment où on a des pénuries structurelles en termes de compétences et de profils, il faut vraiment avoir en tête les tensions qu'on est en train de dire et essayer au mieux de détecter les bonnes compétences et de collaborer avec elles parce que les attaquants, eux, ne se gênent pas. Les cybercriminels, eux, collaborent entre eux, ils attaquent 24 heures sur 24, c'est sans pitié et c'est un peu ce qu'on voit au quotidien sans faire dans le sensationnalisme. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on découvre à nouveau une nouvelle fuite, une nouvelle attaque, une nouvelle brèche, etc. Et donc, dans un enjeu comme ça, bah, c'était un petit peu nous ce qu'on a essayé d'approcher. Je pense que nous, Yogosha, on était parmi les premiers pionniers européens qui se sont lancés et qui ont essayé justement d'amener cette approche qui a démarré encore une fois un peu, en tout cas les plateformes aux États-Unis, de la généraliser, de la démocratiser au niveau européen. Et force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel à des services comme le nôtre, l'utilisent, et je pense que ça ne pourra que se généraliser. Après, si je dois faire le pont avec le sujet d'aujourd'hui, qui est le DPO, déjà c'est extrêmement intéressant d'avoir cet angle d'attaque parce que le profil du DPO est un profil extrêmement critique parce que il a, au-delà de tous les enjeux qu'il a d'un point de vue organisationnel, il est censé faire l'interface avec toutes les parties prenantes, comme par exemple le CNIL ou les autorités en cas de fuite. Et c'est un sujet explosif aujourd'hui. Et paradoxalement, on le voit très peu dans les discussions initiales contractuelles juridiques
ou il est toujours peut-être, on l'appelle a posteriori, c'est-à-dire que quasiment tout a été négocié et c'est après que lui va découvrir un peu les sujets, et ce qui fait partie aussi de l'émergence de ce profil-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est un profil qui va de plus en plus s'inviter très très tôt dans les discussions. Parce que je vais donner des exemples. Quand on crée par exemple des plateformes de bug bounty, on a ce qu'on appelle des SLA, des temps de réponse sur lesquels on va devoir se mettre d'accord, qui vont créer des tensions, qui vont créer des tensions peut-être côté hacker, parce que l'idée c'est que le hacker doit remonter très très vite ses vulnérabilités. On peut pas traîner dans le temps en fait, parce qu'on considère que à partir du moment où un hacker a détecté une faille de sécurité, il y a de fortes chances que quelqu'un de l'extérieur trouve la même faille. Mais ces SLA-là vont aussi s'appliquer à l'entreprise qui, typiquement, doit corriger dans un temps record, doit communiquer ses correctifs et potentiellement, si jamais le hacker détecte une vraie fuite de données qui a eu lieu, eh ben, elle va devoir remonter dans 72 heures, enfin, en fonction des failles, il y a la fenêtre de tir entre les 24 et les 72 heures, elle va devoir communiquer avec les autorités. Donc, le fait d'embarquer le DPO, et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir une discussion comme ça, et je pense que Étienne va nous éclairer, mais je pense que surtout c'est une lame de fond dans lequel, à l'avenir, autour en tout cas des sujets qui nous touchent, euh, ne pas avoir le DPO dans le premier rendez-vous de négociation serait presque un red flag qu'il faudrait que nous on lève en disant, écoutez, excusez-nous, il y a peut-être quelqu'un qui manque, il y a peut-être un trou dans la raquette, ça serait bien d'avoir le DPO. Voilà pour peut-être juste ouvrir les perspectives et passer le flambeau à Étienne. Merci, merci Yassir pour cette brillante exposé qui à la fois est partie des fondamentaux un peu conceptuels et historiques en continuation de Lara et a abouti sur effectivement le côté très pratique et opérationnel que va maintenant pouvoir traiter Étienne. Donc l'art de cadrer le sujet et de l'orienter vers la prochaine étape et le prochain intervenant. Donc bravo pour ça. Donc Étienne, le DPO de la session, donc pour Sogecap SA. Donc, un grand merci pour oser venir sur cet appel et défendre tes collègues et ta profession. Effectivement, vous êtes très rare à le faire, donc je tiens à le souligner que c'est fantastique de vous avoir. Et merci à Insata de vous avoir sourcé, si je puis dire. Donc, Étienne, voilà, on a dressé le portrait du rôle du hacker éthique et comment il s'inscrit dans l'histoire. Maintenant, c'est l'entrée du DPO dans le dispositif. Comment êtes-vous arrivé sur ce sujet et comment avez-vous cette prémonition ou cette vision qu'a effectivement appelé de ses voeux Yassir et voilà, quelle a été l'histoire de votre arrivée dans ce monde merveilleux et challengeant du hacker éthique? Alors, merci Jean-Christophe, merci Lara et Yassir d'avoir vraiment bien donné le cadre dans lequel tout ça fonctionne. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que petit à petit, on se rapproche du monde de l'entreprise. On a eu la sociologie, on a eu ensuite les bug bounty, et moi, j'arrive finalement dans un monde qui est le monde des grosses entreprises. Alors, ce GCAP, tout le monde ne connaît pas. En fait, c'est la branche assurante de la Société Générale. C'est 3000 personnes. Donc, déjà, le simple fait d'avoir un DPO, c'est pas obligatoire pour les entreprises de moins de 250 personnes. Donc, on rentre dans un monde un peu institutionnel, un peu gros, qui a du mal à se baisser pour contempler parfois la réalité. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans cet écosystème dont le cadre a été bien donné, où se situe le rôle et l'apport du DPO? On est effectivement à l'interface entre la protection et la sécurité des données. Et moi, il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que il n'y a pas de protection des données sans sécurité des données. Donc, le sujet qu'on a là, c'est celui de la sécurisation des applications, particulièrement celles qui sont exposées sur Internet, hein, parce que ce qui est au fin fond d'un bunker, ça ne nous intéressera pas beaucoup. Et finalement, ce périmètre-là, dans la plupart des entreprises, il est surtout le périmètre des RSSI. Simplement, les RSSI, ils sont pas tout seuls, et surtout, ils évoluent dans les organisations dans le cadre qu'ils ont rarement seuls le pouvoir de faire évoluer. Et la force qu'on a, nous, DPO, c'est que même si le job de DPO, il a été créé par le RGPD en 2018, principalement pour mettre en œuvre le RGPD, on voit bien que on a une évolution du cadre réglementaire qui fait que on n'est pas simplement partie prenante dans la protection des données, on est partie prenante dans la gestion des données, y compris la sécurité des données. Et donc, nous, DPO,
En fait, on peut faire évoluer le cadre, entre autres, par la création et la modification d'un traitement de données à caractère personnel dans le registre des traitements. Ça fait qu'on a le droit de le faire. Mais au-delà de ça, on peut et on doit, en lien avec les équipes IT, mettre en œuvre le cadre nécessaire au déploiement de la sécurité du SI. Et ça, c'est important. Et la SSI, c'est pas seulement faire des pen tests et déployer des mesures parce que c'est visible et parce que c'est à la mode. Je rappelle qu'en France, je dis bien, toutes les amendes pour défaut de sécurité du SI dans les années précédentes, c'est qui les a mises? C'est la CNIL. La première, la plus importante, c'est Dedalus. Ils ont pris 1,5 million d'euros. C'était 8% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Là, le message qui a été passé, il commence à être bien audible. Et pour faire un peu technique, le fondement de ces amendes, c'est un article du RGPD, c'est l'article 32. Il dit quoi? Il dit que les entreprises, elles doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Grosso modo, c'est pas juste je déploie des trucs techniques, c'est si tu revois pas une fois par an tes accès aux applications, c'est que tu n'as rien compris à la sécurité du SI. Le sujet, la sécurité des systèmes d'information, il faut quand même voir qu'il est dans 50% des sanctions de la CNIL depuis 3 ans. Moralité, camarade d'entreprise, si tu ne mets pas la sécurité appropriée, tu sors ton carnet de chèques. Une fois qu'on a posé ça, moi, des pets de sécurité dans mon job de DPO, j'en ai vu pas mal. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, une cyberattaque, ça finit en violation de données. Et qui se retrouve à devoir écrire aux clients pour leur dire « Excusez-moi, pardon, on a paumé vos données », c'est le DPO, c'est moi. C'est mon intérêt bien compris de DPO et aussi celui de mon RSSI et aussi plus globalement celui de ma boîte, d'anticiper et de trouver les moyens de rentrer dans mon SI avant les attaquants. Bah oui, le RSSI, il préfère construire sa SSI la semaine entre 9h et 18h que le week-end entre minuit et 6h du matin parce que tout est par terre. Et encadrer le développement des applications informatiques, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut contrôler les frameworks, les infrastructures, parce que le jour où un composant partagé il est concerné par une faille, tu as perdu. Il y a 1 an ou 2, on a un des composants de l'Internet dont on s'est rendu compte qu'il n'était pas costaud, et tous les RSSI ont dû travailler en urgence pour le patcher. Bah, ça, c'est pas ce qu'ils aiment faire, les RSSI. Le principe même, dans notre cadre conjoint DPO RSSI, c'est que tu perds parce que t'as pas vu venir l'attaque. Et ta clé pour t'en sortir, c'est d'utiliser à ton profit, en prévention, les personnes qui ont le mindset pour trouver le truc que t'as pas vu. Bah oui, ce qui te tue, c'est ce que t'as pas vu venir. Les scans de vulnérabilité automatique, c'est bien, mais pour bien faire, il faut prévoir, lorsque c'est nécessaire, de traiter les scans humains. Et ça, c'est tout le dispositif qu'a présenté Yassir. Ah oui, les trucs automatiques, ça va scanner ce que tu lui as dit de scanner parce que tu pensais que là, tu avais une vulnérabilité. Bah, le mec qui rentre chez toi, il est rentré par un truc que tu n'avais pas vu. Donc, il faut ajouter à la lutte classique tout ce qui est bug bounty parce que ces gens-là, ils ont le mindset pour rentrer par là où tu n'as pas pensé qu'on pouvait rentrer. Et moi, ma responsabilité dans tout ça, c'est de permettre à l'entreprise de traiter les remontées d'informations sur les vulnérabilités d'où qu'elles viennent, que ce soit de l'interne, les équipes RSSI, les équipes IT, de l'externe, des hackers éthiques, ou des deux, parce qu'on a des CERT, on a des CIEM qui vont permettre finalement, en croisant tout ça, de remonter les vulnérabilités. Et pour ça, le DPO, là encore, il peut et il doit travailler avec le RSSI, principalement pour faire changer les mentalités. Présenter en quoi changer un peu les habitudes, ça permet de traiter mieux, voire beaucoup mieux le risque, et d'économiser de l'argent. Cette vision risque, qu'est-ce que je risque? Elle est clé pour notre efficacité. Et pour illustrer ça, je me souviens d'un audit de sécurité qu'on avait lancé il y a quelques années sur un gros fournisseur de la place. C'est-à-dire plusieurs gros fournisseurs de la place, et il y en a un qui nous a dit « Non, tu vas pas le faire. Moi, je suis le meilleur du monde, mais je te laisserai pas tester mon outil. Tartarin de tarascon.com. Ça pérore beaucoup, mais ça rassure pas beaucoup. » Et il y en a un autre qui nous a dit « Vas-y, camarade, je veux juste que tu me files une copie de ton rapport d'audit, et par contre, tu me la files gratos. » À votre avis, lequel de ces deux partenaires m'a inspiré le plus confiance pour la suite? C'est pareil dans notre cas. L'entreprise qui gérera un externe qui a trouvé une faille en lui collant un procès aux fesses.
ça finit toujours par lui retomber sur la figure et ça sera karma pour lui. Bah, si tu avais écouté ce qu'il avait à te dire, que tu avais corrigé plutôt que de le balancer à la justice, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec, il diffuse sa bulle et derrière, il y a un camarade hacker, pas avec un chapeau blanc, mais qui va venir pour en profiter, qui vient t'allumer et c'est normal. L'entreprise qui, de son côté, elle peut dire à son partenaire, parce que les grandes entreprises en particulier, on n'est pas tout seul. Nous, on a des sous-traitants et on travaille pour le compte d'autres personnes. Et si je peux dire à mon client, nous, on offre tant d'argent à quiconque arrive à trouver une faille dans nos outils, elle est rapidement beaucoup plus crédible que la précédente. Que ce soit une boîte externe spécialisée, il y en a plein, des boîtes de pentest, ou un script qui dit qui a trouvé la faille. Le sujet, c'est de trouver la faille. C'est pas qui l'a trouvé. C'est est-ce que tu as trouvé quelque chose? Et l'entreprise, elle doit considérer qu'en matière de détection des vulnérabilités et de pentest, elle est agnostique de la source. À nous de rendre ça possible d'abord et normal ensuite. Notre enjeu, il est celui-là. Il est de réussir à faire que les entreprises, elles signent des contrats avec des sociétés comme Yogosha, avec des sociétés qui sont dans ce domaine du hacking éthique, en plus de ce qu'on fait déjà, parce que c'est tout organisé, de façon à ce qu'au bout du bout, les données personnelles de nos clients, elles soient protégées au mieux. J'aurais une question à te poser, Étienne, c'est que je pense que tout ce que tu expliques s'intègre vraiment bien avec la philosophie et la perception de nos précédents intervenants. On va entendre ensuite Léon ensuite qui va donner la perspective vue du côté du hacker éthique. Quand tu as ce discours-là, qui pour nous résonne de manière vraiment, vraiment très forte, toi en tant que DPO, dans ta communauté de DPO, je parle pas de l'entreprise en particulier, comment ton message est-il reçu? Est-ce que tu promeus ce message au sein de ta communauté des DPO, associations professionnelles ou autres? Et est-ce que tu le fais? Et quel est l'écho que tu reçois? Alors, est-ce que je promeux ça dans ma communauté de DPO? Oui, clairement. En fait, j'ai un background qui est que je viens de l'informatique et du métier. J'ai appris le domaine juridique après, et donc cette vision de l'écosystème informatique dans lequel on s'inscrit, je l'ai et clairement, c'est-à-dire ça se limite pas au RSSI, hein, la chargée de qualité des données, l'architecture d'entreprise. Pour moi, c'est toute une communauté que j'appelle les gardiens du temple. Et on est là pour que, au final, l'entreprise elle soit plus efficace et qu'elle protège mieux les données de nos clients et de nos salariés et collaborateurs. L'écho que je reçois, en fait, il est fonction de la provenance et de l'état d'esprit de mes camarades DPO. J'en ai un certain nombre qui sont à la croisée des chemins entre DPO et RSSI. Et pour eux, ce sujet-là, il ne pose pas vraiment question. Euh, Après ça, certains, je dirais, historiquement, une vision un peu euh, les méchants et les gentils, les cow-boys et les Indiens. Il y a les hackers, par principe, ce sont les gens contre lesquels je lutte. Mais tout le travail qui a été fait de structuration, je dirais, de l'offre par des sociétés comme celle de Yassir fait que aujourd'hui, ça a tendance à se normaliser. La vision qu'a un RSSI d'un hacker, c'est pas forcément un ennemi. On a ensuite un certain nombre de personnes qui, comment en fait, ont surtout un mindset risque. Et dans ce cas-là, je dirais, moi, je suis complètement agnostique de la provenance. L'importance, c'est plutôt est-ce que tu as utilisé cette carte-là pour dire je suis le meilleur du monde, ou est-ce qu'en fait, tu es le meilleur du monde, mais que tu laisses personne le tester. Après ça, on a une autre frange des DPO qui ne provient plus du domaine juridique et qui a, je pense, un peu de mal déjà à s'approprier tout le volet informatique IT du RGPD et pour lequel sortir dans l'écosystème qui, en plus, on a aussi beaucoup d'entreprises qui silotent. Il y a un silo RSSI, un silo DPO sur lequel la communication n'est pas forcément native. Cette frange-là peut avoir plus de mal, plus de méfiance vis-à-vis du hacking éthique. Et ça fait une bonne transition avec Léon. Donc là, j'ai activé la caméra, je vois que le son, donc je vois que ça fonctionne. Donc Léon, tu as pu entendre donc la voix de ceux qui, je dirais, font de la place aux hackers éthiques pour qu'ils puissent, je dirais, se développer aussi professionnellement. Donc la voix de Yassir pour le bug bounty et celle de Étienne en tant que
je dirais, correspondant, interlocuteur pour le hacker éthique. Quelle est votre perception, voilà, votre vécu dans voilà, vous, c'est votre métier, vous avez différents choix, différents interlocuteurs. Comment tout ça résonne pour vous, toutes ces discussions sur l'intégration du hacker éthique avec l'entreprise en général et le DPO en particulier? Bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Mon raisonnement vis-à-vis de ce point-là, c'est déjà de savoir que concernant le DPO c'est un allié, pas un ennemi, d'accord? C'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Souvent on pense que nous évoluons dans deux mondes opposés. Vous m'entendez? C'est Oui, un peu Le son est lointain, mais parfait. ça va. Voilà, voilà. Donc, souvent on pense que nous évoluons dans deux mondes opposés. Et le DPO, lui qui est garant du respect des règles, du cadre légal, de la conformité, d'accord? Et le hacker éthique, qui figure un peu flou, parfois perçu comme une bordeline, qui cherche à casser des systèmes pour mieux les protéger. Mais en réalité, nous avons un objectif commun, qui est celui de protéger la vie privée, préserver la confiance. D'accord? La confiance qui est une clé pour une collaboration saine. Alors, pour qu'un hacker éthique puisse être utile, il faut qu'il ait une vraie marge d'action, qu'il puisse tester, simuler, parfois même bousculer les systèmes. Et pour qu'un DPO puisse remplir pleinement sa mission, il doit s'appuyer sur des retours concrets, réalistes, issus du terrain. Donc, je pense que c'est là que la confiance entre nous deux devient essentielle. Un bon DPO ne voit pas le hacker éthique comme un danger, et un bon hacker éthique ne voit pas le DPO comme un frein. Pour moi, aujourd'hui, le respect des règles, sans perdre la réalité du terrain, on le sait tous, hein, la sécurité, ce n'est pas que des textes de loi ou des audits sur papier, c'est du test, de l'analyse comportementale, des simulations de vraies attaques. Et souvent, c'est en explorant les failles qu'on identifie les vraies menaces. Donc, le DPO, en tant que garant de la conformité, doit pouvoir compter sur le hacker éthique pour aller plus loin que les checklists. Et le hacker éthique doit comprendre que son rôle ne s'arrête pas à trouver une faille, mais à communiquer clairement, à documenter et coopérer. Donc, c'est à ce moment-là que j'apprécie la phrase tout à l'heure d'Étienne, qui disait que aujourd'hui, le hacker éthique, lui, il va rentrer là où toi, tu ne pensais pas. Et pour moi, c'est là où la confiance s'installe. Aussi, c'est sur ces points-là que j'apprécie beaucoup le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir des bug bounty qui permet aux entreprises aujourd'hui de savoir qu'il y a des failles qui existent sur leur système qui étaient bien présentes depuis plusieurs années et puis ils n'avaient pas jeté le coup d'œil. Voilà, c'est bien différent que des pentests. Donc voilà, c'était ça mon intervention. Voilà. Merci Léon. Et donc du coup, ça nous amène à la partie. Alors, s'il y a des intervenants ou des participants ou des questions, il faut les poser via le chat. Sinon, là, on arrive déjà dans la dernière partie de notre intervention et je vais donner la parole à chaque intervenant, donc dans le même ordre que l'intervention initiale, pour réagir sur ce qui a pu être entendu. Il y a ce qui me frappe, moi, dans la discussion, c'est, si je reprends les propos d'Étienne, c'est une dimension qui est, à mon avis, mal connue, le fait que le DPO fait évoluer le cadre. Donc, il est dans une dimension proactive et de changement de la relation ou de l'intégration des types d'informations qui peuvent être reçues. Hein. Ce qui a été dit sur le fait d'être agnostique par rapport à la source, l'important c'est de prévoir. Ça me paraît aussi un point extrêmement important. Donc, ce que je voudrais retenir comme qui était un peu dans l'ensemble des discussions, et je salue ici la présence de Mohamed Bouzidi, patron directeur de l'école
Hightech, qui est un partenaire de Scian, et ensemble on anime la conférence Matech, qui est sur la confiance et qui a lieu à Rabat fin juin, 25 et 26 juin prochain. Salutations à Monsieur Bouzidi, grand partenaire de Scian. Ce que je voudrais revenir, et on travaille sur la question de la confiance de Matech, c'est toute la question du cadre de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comment est-ce qu'on crée ce cadre pour qu'il y ait cet échange d'informations entre Hacker Ethic et DPO, et l'entreprise en général. Et j'aurais voulu entendre de chacun de nos intervenants, voilà, quelle est à leur avis la manière de créer ce cadre. Et ça peut se faire via une relation business ou via une réflexion sociologique, via des discussions professionnelles au sein d'une profession. Il peut y avoir plein de manières de le faire. Et j'aurais aimé entendre chaque intervenant, voilà, soit réagir sur ce qu'il a dit, s'il peut, en dehors de cette question-là, et sinon, voilà, comment lui ou elle voit sa participation à la création de ce cadre de confiance. En commençant, c'est le plus difficile, mais c'est normal puisque c'est elle qui est coupable de cette discussion, Insata. Donc, comment vois-tu ce cadre de confiance se créer entre Hacker Ethic et DPO? Alors, pour moi, la question, ce serait de régler, on va dire, la confiance entre le DPO et le hacker éthique d'un point de vue légal. Déjà, vulgariser la fonction du hacker éthique, hein, parce que le DPO, c'est une fonction réglementaire. Et donc, alors, au sein de Black is Ethical, l'idéal, ce serait aussi de reconnaître le hacker éthique d'un point de vue juridique. Lui définit par exemple un code APE, là, vu qu'on est en France, on parle de code APE, lui définit une mission, un salaire aussi, de sorte à fédérer les hackers, on va dire les hackers au chapeau noir, vers les hackers éthiques. Et donc ça, c'est la première, comment on va dire, la première étape. Deuxièmement, c'est de vulgariser aussi, faire beaucoup de sensibilisation, formation sur la fonction du hacker éthique. Aujourd'hui, on a cette absence, on va dire, de connaissance du hacker éthique. Déjà, le mot hacker n'est pas, n'est pas compatible avec le mot éthique. Expérience que j'ai pu j'ai pu avoir lors d'un de mes déplacements, de plusieurs déplacements en Afrique. J'ai fait un petit clin d'œil à l'Afrique parce que c'est en Afrique que l'idée de Black is Ethical a été, a été mis en place. Mais par exemple, en Afrique, on se dit quelqu'un qui est hacker ou brouteur ne peut pas être éthique. Donc, il y a ce travail aussi qui serait de vulgariser ou même de trouver un mot ou une sémantique qui pourra permettre d'accepter la fonction en elle-même. Et Merci. après, ce serait également de les former, de sensibiliser la population et aussi les organisations, on va dire, privées et publiques. Merci Nsata. Oui, effectivement, ton point sur le cadre légal, la nomenclature des professions, comme dans le code APE, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment contribuer. Ça peut paraître comme ça bureaucratique, anecdotique, mais en fait, c'est hyper important dans la réception par les entreprises de ce type de fonctionnalités, de fonctions et de compétences. Et c'est vrai que c'est manquant aujourd'hui. Lara, est-ce que ta perspective, toi, en tant que secrétaire de confiance, comment une sociologue peut nous aider nous tous ensemble à mieux se comprendre et mieux travailler? Je vais vraiment rebondir sur ce qu'Insata vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, le terme de hacker éthique est une posture et non pas une personne en tant que telle. Donc, c'est bien une mission. Et cette mission, il y a un exercice de clarification qui est en cours d'élaboration, en fait, en Europe. On l'a un petit peu vu. Mais qui toujours est en tension, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette fameuse étiquette qui se pose sur la notion de délinquance. Donc là encore, il s'agit en fait pour l'ensemble d'avoir un effort en fait de pédagogie sur la terminologie. Pédagogie en fait qu'on ressent aussi quand par exemple Étienne s'est exprimé en termes de DPO, qui pourrait en fait faire peser en fait en
en clarifiant en fait cette mission et les attentes et les gains aussi qui sont attendus dans la société, peut-être pourrait améliorer un petit peu cette situation. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, il y avait différents freins qui pouvaient se poser. Je crois qu'en fait, ils ont été un petit peu levés, comme celui de la rémunération, le fait aussi des postures qui ne sont pas évidentes dans certaines situations, de passage dans les différentes typologies. Et je trouve que ça a été plutôt bien posé dans ce débat. Merci Lara. Oui, pédagogie et compréhension. Je pense que c'est là où œuvre la sociologie. Vous nous aidez votre discipline aide aussi à comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on va et comment tout ça interagit. Et c'est fantastique d'avoir Yassir qui aussi s'est inscrit dans cette dimension sociologique, alors que on pourrait attendre d'un entrepreneur qui nous parle bottom line et chiffre d'affaires. Et en fait, il a commencé par l'exo, je sais plus d'ailleurs, j'ai pu noter. Et il faudrait que je regarde mon dictionnaire après cette séance. Yassir, cadre de confiance, quel est le rôle du bug bounty et d'Ayogosha? Tu es Il en, est, tu es en, oui, ah pour oui, le, c'est vrai que c'est moi qui te bloque, du coup, il faut que pardon. Hop. Voilà, ça va. Voilà. Voilà. Euh, non, écoute, je vais peut-être essayer de, parce que je m'inscris dans ce qui a été dit, je vais essayer de peut-être pas ne pas répéter ce qui a été dit, mais peut-être que en filigrane, ce qu'on est peut-être toutes et tous en train de dire, c'est que le sujet de la cybersécurité, mais le sujet de la technologie par extension, c'est un sujet sociétal. C'est vraiment un moment où il faut se dire que le défi qu'on a, c'est que les citoyens doivent se réapproprier l'usage des technologies. En fait, on n'a pas le choix. C'est pas comme la voiture. C'est-à-dire, tu vois, la voiture, tu peux te dire, si je tombe en panne sur l'autoroute, je reste sous la pluie et j'appelle le dépanneur et ça va me coûter 500 euros ou 1000 ou 3000 et voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les entreprises avec qui on travaille, ou nos téléphones, nos ordinateurs contiennent nos numéros, nos messages privés, peut-être des secrets, peut-être des messages intimes qu'on a partagés, nos choix politiques, les musiques qu'on aime, les photos de nos enfants. Et tout ça, c'est en continu. Donc, c'est quelque chose il y a même des penseurs aujourd'hui qui commencent à dire qu'une partie de notre psychologie ou de notre mémoire est maintenant stockée sur ces terminaux, qu'on a réussi, qu'on commence à externaliser carrément une partie de notre mémoire collective, etc. Donc, c'est un sujet qui doit démarrer très tôt. C'est un sujet qui est totalement culturel. C'est pas en dehors de la culture. Ça doit re-rentrer dans la culture là où c'était sa place initiale. Et il faut se le réapproprier. Autrement, on va continuer d'essayer de se battre contre des symptômes, mais on ne traitera pas le problème initial. Voilà, alors il y a peut-être d'autres ramifications, mais moi je me concentrerai sur celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès le jeune âge, euh, démystifier la technologie, de permettre aux enfants de jouer avec. Et quand je dis la technologie, je vais aller plus loin. C'est pas juste le numérique. C'est encore une fois l'extension vers la technicité. Faire de la menuiserie, l'art et le plaisir de faire avec ses mains et de construire et d'agir sur le réel avec ses mains, ça n'a pas de prix parce que ça renvoie à quelque chose de fondamentalement humain. Et quand on se coupe de ça, et ben, en fait, c'est là où l'aliénation démarre. Donc, le combat contre l'aliénation et cette impression de quelque chose qui va toujours trop vite par nous, il peut être peut-être corrigé en se disant que il faut reprendre le contrôle sur le numérique. Et c'est pas juste le DPO qui doit porter toute la charge quelque part. C'est que ça doit être devenir un projet collectif entre nous tous. C'est à ce moment-là qu'un DPO pourrait faire son job. Mais aujourd'hui, on fait basculer toute une partie de la pression sur des équipes qui sont restreintes, avec très peu de budget, et on espère qu'ils fassent de miracles. Et d'ailleurs, c'est presque miraculeux qu'on n'ait pas plus d'hécatombes que ça aujourd'hui. Non, merci Yassir. Il n'y a aucune honte à s'aligner avec les précédents intervenants, puisqu'on est là pour justement trouver des voies d'issue et de collaboration et d'amélioration. Donc d'une part, ça, et effectivement, ce qui est aussi très intéressant, c'est d'axer ce qui a été fait, et ça continue par rapport aux autres intervenants, mais sur le sujet culturel.
et sur le côté humain et sur le côté physique presque de la dimension de travailler de ses mains et voilà, on peut avoir une angoisse quand on parle d'Internet par rapport à tout ce qui peut être numérique et abstrait, et tu as remis le sujet dans le réel, et ça, je pense que c'est extrêmement rassurant. J'en profite pour se faire un coup de chapeau à un membre, un autre grand monsieur que je vois qui a allumé sa vidéo, Adèle Jomny, qui est un exemple vivant de la convergence de l'informatique et du droit, à l'université de Montpellier. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, salut Adèle. Et je pense que ces discussions-là vibrent intensément avec ta conception des choses. Et si tu veux intervenir, je te donnerai le micro parce que je pense que tu as peut-être des choses donc fais-moi signe ou dans le chat et je te activerai ton micro. Je passe la parole là pour finir avec Étienne et avec Léon sur voilà votre contribution au cadre de confiance. Je pense qu'Étienne, tu l'as déjà largement évoqué, mais peut-être que tu veux resynthétiser ou accentuer sur d'autres points qu'on aurait omis. Oui, je vais rajouter des choses. Voilà. Déjà, sur la question du code API, etc., pour moi, un hacker éthique, en termes de fonction, c'est un pentester freelance. Hacker, c'est un mindset, c'est juste qu'il n'aime pas l'entreprise et le cadre. Il n'y a pas de différence fonctionnellement parlant dans l'écosystème entre un pentester qui est dans une grosse boîte qui fait des tests d'intrusion et un hacker éthique. La différence, c'est le cadre. Et c'est là où peut-être je voudrais rappuyer sur un point, c'est que c'est pas juste la relation de confiance entre un DPO et un hacker éthique. On est dans une relation à trois avec le hacker éthique d'un côté, le DPO et l'entreprise. Et la confiance, c'est surtout entre hacker et entreprise qu'il faut la créer. Et la clé pour permettre cette confiance, c'est de l'encadrer, c'est de la normaliser dans les deux sens du terme. Le rendre normal au sens d'habituel et le rendre conforme aux normes juridiques des entreprises parce que sinon, ça ne passera pas. Et ça passe par quoi? Attention, gros mot, ça passe par un contrat. Et c'est là où des sociétés comme celle de Yassir, des sociétés comme Yogosha, c'est hyper important. Parce qu'à partir du moment où on passe de plein de hackers, chacun chez lui, à une société qui, elle, va fédérer, là, on crée quelque chose de possible. Et à ce moment-là, le DPO, lui, va pouvoir intervenir auprès des entreprises qui sont un peu loin de ce sujet-là pour expliquer comment ça fonctionne et rendre possible justement la convergence dans le cadre entreprise de ce sujet-là. Et finalement, la confiance DPO hacker, elle passe effectivement par des plateformes comme Yogosha qui rendent la chose plus normalisée et la vulgarisation, présenter qu'est-ce que c'est un hacker éthique, comment il travaille, finalement présenter la similarité de la fonction dans l'entreprise entre un pentester dans une boîte installée de la place qui fait du pentest et le rôle de cette personne-là, c'est juste que dans une boîte de pentest, vous lui dites va là et il teste, le hacker éthique, il va où il a envie et il teste. On a un marché d'offres d'un côté, un marché de demande de l'autre, mais tout ça, c'est le même écosystème. Vraiment, cette question du contrat, elle est pour moi centrale. Alors merci Étienne, est toujours très pédagogue et c'est vrai que autant on peut avoir l'image d'un DPO qui peut être une espèce de gardien comme ça de l'orthodoxie très rigide, mais avec toi on est au contraire, on se sent dans de bonnes mains et est en train de faire bouger les lignes. Donc c'est vrai que tu donnes une image du DPO, je pense, qui mériterait d'être connue. Et Adèle, je sens qu'il est déjà en train de dire, mais dans quel cours je pourrais placer Étienne dans ces cours? Donc ça, je le vois d'ici. Adèle, je t'ai réactivé ton micro. Si jamais tu veux intervenir, fais-nous signe. Je vais juste m'assurer auprès de Léon si Je crois qu'il est qu'on ne activé. voit plus. Est-ce que Léon, tu nous entends et est-ce que tu veux apporter ta conception ou ta contribution à ce cadre de confiance? Comment toi tu verrais le cadre de confiance s'installer? Et ça, tu peux repartir des positions de précédents intervenants. Il n'y a pas de honte à le faire. Ouais, bah moi je pète long, c'est surtout le côté hacker éthique que moi je défends ici, c'est une cybersécurité basée sur la transparence, donc le dialogue et le respect mutuel. Pour moi, un DPO qui intègre le hacker éthique dans ses réflexions, c'est un DPO qui anticipe, un hacker éthique qui comprend les enjeux réglementaires, c'est un hacker responsable, d'accord? Pour moi, la relation de confiance entre le DPO et le hacker éthique, bah, ce n'est pas un luxe, mais pour moi, c'est une condition de réussite. Donc, ensemble, on va former une équipe solide entre légalité et réalité, entre cadre et action.
Donc, pour moi, c'est ça vraiment, c'est vraiment le point important pour moi. Merci, merci Léon. Bravo à tous, à tous les intervenants et à INSATA d'avoir composé ce panel parce que c'était extrêmement vivifiant et rassurant comme échange. Et je crois que ça ouvre beaucoup de pistes. Je crois on n'a pas épuisé le sujet, mais par contre, on a bien montré sa pertinence et les étapes à venir. Adèle, est-ce que ton micro est ouvert? Est-ce que tu veux partager un peu quelques réflexions remarque conclusive et on finira sur tes paroles. Bonjour JC, bonjour à tous les participants. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette table ronde, ce webinaire, cette idée de faire réfléchir sur ce sujet hyper important. J'ai écouté attentivement, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aurais aimé inviter mes étudiants à assister. Je dirige 2 diplômes, l'un sur la cyber et le droit et l'autre sur le métier de DPO, le management de la sécurité de données. Je peux vous assurer, je regrette de ne pas avoir invité les étudiants, même si c'est difficile parce que ça correspond pas aux horaires de leur cours. Mais vraiment, on est au top de l'actualité. D'ailleurs, quand je programme un cours, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que je le fais pour la cyber ou je fais pour le DPO? Il y a tellement de porosité entre les deux métiers, sauf que juste, je vais prendre une minute pour apporter un éclairage sur quelque chose que je vis tous les jours, c'est la formation et l'enseignement. Pratiquement, il y a beaucoup de métiers qui reposent sur des diplômes, c'est-à-dire on prépare un master pour ce métier-là. Moi, pour la sécurité du code et la stratégie de sécurité pour ces métiers comme DPO, comme responsable de pentest, moi, je ne vois pas beaucoup de formation là-dessus. On a des métiers qui ne reposent pas sur des formations. Où c'est qu'on a vu qu'on enseigne la sécurité du code pour un bac+2 en développement informatique? Mais presque je ne reproche pas tout aux écoles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé à une chose importante, c'est de former des formateurs là-dessus. Et la pénurie, c'est pas seulement en matière de compétences, mais la pénurie, c'est aussi en matière de formateurs dans le domaine de la sécurité et dans le domaine du sujet que vous évoquez. Donc, il y a tout un problème lié à la stratégie d'enseignement et de formation, parce qu'on peut parler pendant des heures sur la sécurité, mais si on n'a pas de compétences, et un intervenant l'a bien expliqué, si on n'a pas de compétences, on va avoir des entreprises qui vont gérer ce manque de compétences. Mais jusqu'où on va gérer comme ça? Pourquoi une entreprise comme celle, comme Yogoshi, je crois, ne participe pas avec des masters qui sont sur la cybersécurité, Pourquoi on n'essaie pas de prévoir des formations sur ça? Pas des formations spécifiques, non. Nos jeunes qui arrivent, qui ont réussi le bac, pour choisir une filière, pourquoi ils ne choisissent pas une filière de sécurité, de pentest, et ainsi de suite? Pourquoi ne choisissent pas une filière pour le métier de DPO? Moi, je fais un petit diplôme sur le métier de DPO. Je refuse du monde. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il y a des petites certifications. Non, c'est un domaine transversal. Et toi, Jean-Christophe, tu fais partie de l'un des premiers. On en a discuté il y a 15 ans de cette pluridisciplinarité dans ce type de métier où on a besoin de plusieurs compétences. On a toujours des métiers où il y a un diplôme et une compétence. Or, le métier de DPO, ce n'est pas une compétence, c'est plusieurs compétences. Donc, cette pluridisciplinarité doit figurer dans les formations et elle va essayer de résoudre un peu ce problème. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Tu connais un peu mon avis sur cette question et je partageais cette réflexion avec toi depuis 15 ans.
Tout à fait. T'es membre de Sion depuis 10 ans cette année, donc et tu as toujours été avec nous et on a toujours été effectivement. Et Sion et s'inscrit totalement dans nos discussions d'il y a 15 ans, effectivement. Yassir me demandait souhaitait intervenir sur la formation, justement. Donc, Yassir, si je te donne le micro. Ouais, effectivement, juste pour partager des retours d'expérience, on est extrêmement engagé et impliqué dans les collaborations avec des formations. Et donc, justement, on a fait des partenariats assez innovants et assez originaux. Par exemple, on en a fait avec le campus cyber Aquitaine, on en a fait avec la région Ouest, on en a fait avec la région Île-de-France. Typiquement, le campus Aquitaine, et ben en fait, on a permis à des étudiants de faire du bug bounty pour des collectivités, et justement, c'est encadré pour leur montrer techniquement comment ça peut se faire. Avec la région Île-de-France, on est allé même plus loin, on a lancé une initiative auprès des lycéens et donc, on a fait un CTF pour détecter les lycéens les plus brillants, parce que ça démarre très très tôt, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Les jeunes, quand ils vous racontent leurs histoires, et je pense que Lara peut raconter des entretiens qu'elle a certainement menés, ça démarre à 10 ans, 11 ans, les hackers. Hein. Les premières tentatives, les premières découvertes, ça commence très très tôt. Et donc, avec la région Île-de-France, on a monté un partenariat qui a permis de détecter auprès d'une vingtaine de lycées ces jeunes-là. Et ensuite, on leur a permis de remonter de vraies failles de sécurité sur les systèmes numériques de l'Académie française. Et au bout de l'initiative, ils ont reçu des certificats signés par le rectorat, par la région et par Yogosha. Et ces certificats sont reconnus sur Parcoursup pour les élèves. Et la région Île-de-France, avec Essilave et le groupe Léonard de Vinci, ben, on a fait les mêmes initiatives. Donc non, non, nous, on est très impliqués dans ce genre de choses et au contraire, on est très demandeurs et on essaye d'aider à notre petite échelle à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, on joint la parole à l'action. Donc c'est bien de avoir de belles idées pour dire il faut fermer les jeunes, mais c'est encore mieux de pouvoir démontrer par l'exemple qu'on essaie de s'impliquer sur ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est la Merci, Yassir. normalisation dont je parlais. Tout à fait, Vas-y, exactement. Il faut des métiers. Il faut des métiers. Il faut transformer ces formations en métiers. Il faut que lorsqu'on demande, on crée un profil de poste, on demande un diplôme là-dessus. C'est excellent de faire des formations, c'est excellent. C'est excellent et merci d'aider l'éducation nationale à à intégrer ce type de formation. Mais il faut que ça soit un métier. Il faut qu'il y ait des diplômes pour ce type de métier. Il faut que le pentest, la sécurité du code soit intégrée dans la formation du bac+2. Intégré dans la formation. C'est-à-dire quand il a introduction à l'algorithmique, il a introduction à la sécurité du code. Et pendant 3-4 ans, il développe des choses. C'est à la fin que vous allez récupérer, vous, en tant que stagiaire ou en tant que personne qui travailler chez vous, quelqu'un qui est diplômé sur ces questions-là. Et pas seulement. C'est excellent de former les gens et de rattraper ce retard. Ça, c'est excellent, c'est indéniable. Mais il faudrait qu'il y ait une stratégie d'éducation dès le lycée. Quand on apprend quelqu'un à créer un petit code, on lui dit attention, il peut y avoir une vulnérabilité sur ton code. Donc réfléchis sur ce point-là. Et si on développe cette culture de la vulnérabilité et de la sécurité du code dans nos formations pour obtenir des métiers là-dessus, là, on aura répondu à la question. Mais pour le moment, on essaye de répondre grâce à des interventions de professionnels comme vous pour essayer de rattraper un peu le temps perdu, mais il faudrait dès maintenant réfléchir à une stratégie de formation sur des métiers de la sécurité, métiers de DPO directement. Messieurs, il faut conclure. Toutefois, avant de conclure, je voudrais peut-être redonner une dernière parole parce qu'il y a eu des développements assez intéressants à nouveau. Est-ce que Lara, vous auriez une dernière remarque ou voilà, vous avez vu notre microcosme s'agiter devant vous, donc on a été un objet de recherche sans doute très passionnant. Est-ce que vous avez une dernière remarque, une analyse ou à partager avec nous? J'avais juste envie de rappeler quand même que la difficulté que l'on avait par rapport au mouvement hacker, c'est aussi que c'est un groupe qui est très hétérogène, mais surtout qui, pour beaucoup, n'aime pas beaucoup en fait la notion en fait de diplôme. Ça a été un petit peu évoqué. La notion de hacker, c'est vraiment de contourner par ses propres aptitudes
ces savoir-faire qui, en général, dépassent même la sécurité informatique. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Yassir. Alors, effectivement, il faut entendre ce qu'Adèle vous indiquait. Il y a la nécessité parfois de structurer les connaissances, mais pour autant, ne pas oublier qu'on est dans un domaine où, ma foi, la curiosité, la virtuosité, en fait, du système d'information et de la connaissance est parfois pas tout à fait en adéquation avec, on va dire, la sanctuarisation des diplômes. Et les deux vont ensemble. Je pense que c'est une parfaite conclusion pour notre webinaire. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou pour ceux qui voudraient le montrer à leurs élèves, hein, notamment Adèle, on a enregistré cette session. On va sans doute décider de la mettre en publication sous réserve d'acceptation de tous les intervenants, mais ça serait dommage de se priver de ce partage qu'on peut réaliser. Je vous remercie de votre participation. Donc, on décidera de la publication. Ça sera publié via Black is Ethical et via Science sur notre site web et notre réseau social sur LinkedIn. Donc, restez à l'écoute. Merci à Insata d'avoir trouvé ce sujet et d'avoir réuni ces intervenants de grand niveau. Merci Adèle en guest star pour ton intervention. Et merci à tous. Et donc, à très bientôt. Je pense qu'on a plutôt ouvert des travaux que on les a conclus aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Un vrai plaisir. À bientôt. Thank you for joining us in this latest edition of the Secure in Mind podcast series, courtesy of the Cybersecurity Advisors Network. Visit us at cybersecurityadvisors.network/media and /blog for additional episodes and articles. Follow us on LinkedIn, YouTube, SoundCloud, Podcast Republic, and iTunes, and don't hesitate to get in touch. Stay safe, stay smart, stay educated, and stay secure.